Il y a une méthode infaillible pour échapper au risque d'une condamnation pour fraude fiscale et les 5 ans de prison et 500 000 € d'amende, qui peuvent être portés à 7 ans et 3 millions lorsqu'elle est aggravée, qui vont avec. Déclarer ses revenus. Déclarer tous ses revenus. Et oui, aujourd'hui on parle du rite annuel fiscal par excellence, celui qui peut piquer un peu, la déclaration de revenus. On va voir à quoi ça sert, ce qui se passe si on oublie volontairement ou involontairement, et on finit avec quelques conseils à garder dans un coin pour la prochaine. Générique. Remettons les choses dans l'ordre, nous sommes fin août 2025, la douleur s'estompe enfin. Comme tous les ans au printemps, vous avez eu le plaisir, la joie, l'honneur et l'avantage de faire votre déclaration de revenus. Si vous ne l'avez toujours pas fait, j'ai deux nouvelles pour vous. D'abord, vous êtes techniquement un résistant à l'impôt, mais surtout vous risquez de ramasser sévère, mais ça on verra ça un peu plus tard. Au printemps donc, vous avez eu le plaisir de faire votre déclaration de revenus. Et oui, on dit bien déclaration de revenus. J'insiste sur ça parce qu'à chaque fois que vous dites déclaration d'impôt, quelque part un chaton décède, et vous augmentez significativement la probabilité que je débarque chez vous à 2 h du matin pour expier ma rage en latin et en slip. Donc faites votre tributum redditus, comme on dit. En France, pour l'impôt sur le revenu, vous déclarez vos revenus. Les impôts, c'est l'administration qui s'en charge, le calcul. Elle reçoit vos revenus et s'occupe de la liquidation, donc du calcul, comme j'ai dit, de l'impôt, en prenant en compte les dits revenus. Bon, on va être honnête un instant, cette vidéo n'a pas vocation à vous dire comment faire votre déclaration de revenus. Ce serait bien trop chiant et la situation change pour chacun de mes 300 000 abonnés. Comment ça, même pas 300? Mais engagez, abonnez-vous. Bref, l'idée de cette vidéo, ça va être de vous donner quelques éléments sur les coulisses derrière ce rite annuel. Mais pourquoi diable vous emmerder avec une déclaration de revenus chaque année? C'est tout simple. Pour imposer votre revenu, il faut le connaître. Or, l'administration n'est pas omnisciente. Elle ne sait pas réellement combien vous gagnez. C'est comme demander à quelqu'un de partager la note au resto sans connaître le prix total. C'est impossible. Donc l'administration a besoin de connaître l'assiette ou la base imposable. Mais est-ce qu'il existe d'autres méthodes? Bah ouais, est-ce qu'on pourrait pas s'éviter la déclaration? D'autres méthodes existent, pas nécessairement pour l'impôt sur le revenu, mais elles existent. Et on va en voir deux. La première, c'est la méthode indiciaire. Elle consistait, parce que oui, elle a globalement disparu, à retenir certains indices, d'où le nom, pour calculer l'impôt. Donc aujourd'hui, comme je le disais, cette méthode, elle a globalement disparu, mais on la retrouve à l'article 168 du Code général des impôts, à propos des signes extérieurs de richesse. L'idée va être qu'en cas de trop grande différence entre le train de vie d'un contribuable et ce qu'il déclare, on va pouvoir corriger la déclaration. C'est une mesure spéciale pour Mathéo qui déclare que dalle mais dont la page Facebook révèle qu'il a un train de vie de sultan. C'est con, Mathéo. On te voit, Mathéo. Bref, le système fonctionne avec un barème pour divers éléments du train de vie, et chacun va correspondre à un revenu estimé. Par exemple, pour un avion de tourisme, c'est 69 € par cheval vapeur, pour un pur sang c'est 4600 €, etc. Faut voir ça comme un menu et l'administration va piocher en fonction de ce que vous avez pour déterminer la vraie base imposable. C'est un article assez ancien puisqu'il existe depuis 1950. Dans le style, on a feu l'imposition sur les portes et fenêtres. Cet impôt qui existait en France et ailleurs dans le monde, en Grande-Bretagne ou en Belgique par exemple, était assez simple. On comptait et on mesurait les portes et fenêtres qui donnaient sur l'extérieur pour déterminer le montant de l'impôt à payer. Cet impôt sur l'air et la lumière a pu donner des particularités architecturales amusantes, comme des fausses fenêtres ou des fenêtres murées pour limiter le montant de l'impôt. Dans le même style, on aurait aussi pu compter le nombre de bêtes dans un cheptel. L'avantage de cette méthode, c'est sa simplicité. Je compte, j'applique le barème et zou, ça dégage. Next. Le souci, c'est qu'on est souvent assez loin de la réalité quand il va s'agir d'estimer les revenus du contribuable. On est relativement éloigné de l'estimation fine que nous permet une déclaration de tous les revenus réels du contribuable. Toutefois, dans notre déclaration de revenus, on retrouve parfois des morceaux d'une autre méthode, celle du forfait. Le principe va être différent puisqu'on va avoir une approche beaucoup plus mathématique. Prenons un exemple, celui des petits entrepreneurs ou micro-entrepreneurs. Vous êtes Jean-Michel Random, un indépendant qui fabrique des bijoux qu'il vend sur Etsy et sur les marchés. Normalement, vous êtes imposé sur vos bénéfices, le pognon que vous gagnez réellement, une fois qu'on a retiré les charges. Donc le pognon investi pour l'activité, par exemple les matières premières, le loyer du local, etc. Si Jean-Michel vend pour 5 000 de bijoux mais que ça lui coûte 2 000 à faire, son bénéfice ne sera que de 3 000 €. Les impôts seront calculés uniquement sur ces 3 000 €. En théorie, il faudrait donc déclarer son chiffre d'affaires, ses charges et on en déduira le bénéfice. Sauf que ça veut dire qu'il faut avoir une comptabilité précise, ce qui peut être un peu lourdingue pour des petits entrepreneurs qui font pas beaucoup de pognon. Du coup, eux, on va leur laisser déclarer seulement le chiffre d'affaires, ce qui réclame une comptabilité tout à fait minime. Et ensuite, on appliquera un forfait qui correspond aux charges selon l'activité. La loi prévoit un forfait qu'on va appliquer directement au chiffre d'affaires. Pour Jean-Michel, parce qu'il exerce une activité commerciale indépendante, on part du principe que ses charges représentent 71% de son chiffre d'affaires.
Son bénéfice sera donc estimé à 29% du dit chiffre d'affaires. Si notre Jean-Michel gagne 100 000 € en 2024, il ne sera imposé que sur 29 000 €. Pour le contribuable, c'est tout bénef parce que soit le forfait correspond à ses charges et il est donc dispensé d'obligations comptables, soit le forfait dépasse les charges réelles et dans ce cas c'est encore mieux parce qu'on va se retrouver avec un impôt calculé sur des bénéfices moins élevés que la réalité. Bref, un impôt plus faible. C'est le cas où notre Jean-Michel n'a en réalité que 10 000 de charges. Il a 19 000 de charges estimées qui n'existent pas en réalité. Enfin, dernière possibilité plus tragique, le forfait est trop faible par rapport à la réalité des charges. C'est quand Jean-Michel a finalement 80 000 € de charges. Dans ce cas, le contribuable va pouvoir changer de régime d'imposition. Il va pouvoir déclarer la réalité de ses charges, et on dit qu'il opte pour un régime réel. La contrepartie, c'est qu'il va devoir fournir une comptabilité assez complète. Une fois ce forfait appliqué, le bénéfice calculé va rejoindre l'ensemble des revenus du contribuable. C'est pas un impôt séparé, c'est juste une manière de calculer une partie des revenus. Les méthodes peuvent ainsi se cumuler sur un même foyer fiscal. On va pouvoir avoir une méthode déclarative réelle, par exemple pour les salaires, et une forfaitaire si un des conjoints a une activité entrepreneuriale indépendante. L'avantage de la méthode forfaitaire, c'est encore la simplicité de la mise en œuvre. Une fois ma base de calcul déterminée, j'ai une simple opération à faire, et c'est parti. Mais encore une fois, on s'éloigne de la réalité de la base d'imposition. La méthode déclarative réelle est ainsi plus complexe pour le contribuable, qui va devoir fouiller ses documents pour retrouver les informations nécessaires, même si ça devient de moins en moins le cas. Depuis un certain temps, la déclaration est une activité partagée. Les employeurs, mais aussi depuis plus récemment des plateformes comme Airbnb ou Vinted, se retrouvent avec des obligations déclaratives. Elles doivent fournir à l'administration les sommes qu'elles vous ont versées, dans certaines conditions. Le résultat est plutôt pas mal puisqu'on arrive à une déclaration pré-remplie. Tout est dedans et il n'y a plus qu'à vérifier et signer, voire complètement simplement à signer pour les déclarations dites automatiques. Avec ces déclarations automatisées, l'avantage est double. Déjà, on évite les resquilleurs ou les oublieurs chroniques, ce qui est toujours appréciable pour l'administration, et de l'autre côté, on évite à avoir à se prendre la tête pour déclarer certains revenus. C'est donnant-donnant. La déclaration, elle va se faire aujourd'hui en ligne. La déclaration papier est en voie avancée de disparition, même si cette année, pour une raison que j'ignore, j'ai reçu la mienne, que voici. Oui, je l'ai encadrée, elle est sur ma table de chevet, mais ça n'a rien à voir avec le propos. Pour revenir à la déclaration papier, si sa disparition est évidente pour vous qui regardez une vidéo YouTube, elle l'est beaucoup moins pour un grand-père de 95 ans. On parle de fracture numérique qui prend un sens tout particulier puisque l'impôt touche tout le monde, et c'est un des premiers actes citoyens. Or aujourd'hui, sous couvert d'une simplification, ça peut revenir à tout complexifier pour certains contribuables assez peu à l'aise avec l'informatique. Il me semblait donc important d'en parler rapidement. Mais bon, papier ou en ligne, la déclaration vient avec une contrepartie. Le contrôle. Si l'administration laisse au contribuable la possibilité de déclarer lui-même ses revenus, elle peut aller vérifier n'importe quelle déclaration pour s'assurer de la véracité et de l'exhaustivité des éléments. C'est pourquoi on parle en réalité de régime de déclaration contrôlée. Bon, on a bien vu pourquoi il fallait déclarer, pour que l'administration ait les infos nécessaires au calcul de l'impôt, mais il se passe quoi si je déclare pas? Ils vont faire quoi? Me foutre en prison? Ben oui. La non-déclaration peut conduire à la qualification de fraude fiscale. Et là, c'est ce qu'on disait, jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende, voire plus dans certaines circonstances qu'on verra dans la vidéo dédiée à la fraude. Sans aller jusque-là, on peut commencer avec des majorations qui vont de 10% si on répond rapidement à la mise en demeure de l'administration, le gros rappel qui pique, à 80% si on est carrément dans une activité occulte, c'est-à-dire qui n'est pas déclarée du tout à l'administration. Une majoration, ça veut dire qu'on prend le montant de l'impôt et on rajoute 10, 40 ou 80% de ce montant. Et ça, c'est sans compter les intérêts de retard de 0,2% par mois de retard, avec des points de départ qui peuvent varier selon l'impôt. L'autre risque de ne pas déclarer, c'est l'imposition d'office. Là, c'est un autre niveau de délire. En gros, l'administration ne va pas vous demander votre avis et elle va estimer elle-même votre revenu imposable. Autant dire que c'est pas à son désavantage, mais plus facilement au vôtre, puisque vous perdez la possibilité d'avoir une déclaration au plus proche de la réalité. Vous pouvez toutefois contester les méthodes de l'administration, mais si les méthodes d'évaluation sont acceptables, vous ne pourrez pas faire grand chose de plus. Éventuellement jouer sur la procédure, mais votre défaut de déclaration dans les temps a scellé votre sort. Et là, normalement, vous avez peur. Peur de ne pas bien déclarer, peur de faire une erreur. Mais heureusement, l'administration est là pour vous aider. Et c'est pas une blague du tout. Depuis plusieurs années, et notamment la loi pour un État au service d'une société pour la confiance, ESSOC, de 2018, il existe un droit à l'erreur. Sans nous étendre trop sur le sujet, le principe est qu'un contribuable qui a commis une erreur de bonne foi ne doit pas être sanctionné, mais accompagné. Évidemment, ce n'est pas un passe-droit, et faut avouer moitié pardonné, mais l'autre moitié implique qu'il faudra quand même payer l'impôt normalement dû, avec potentiellement des intérêts de retard, mais pas de majoration ou d'amende. Il est ainsi possible d'invoquer ce droit à l'erreur, même avant de s'être fait prendre par l'administration, mais aussi après, en cas de contrôle.
Dans ce cas, les avantages sont moins grands, mais le contribuable de bonne foi n'est pas immédiatement considéré comme un bandit de grand chemin, mais davantage comme un bambin pas très malin. Il est même possible d'indiquer dans sa déclaration qu'on a un doute. C'est la mention express qui vous permettra d'appuyer votre bonne foi puisqu'elle permet d'expliciter le point de doute. Mais c'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi, hein. L'administration ne crée pas une excuse pour la fraude, mais une possibilité d'accompagnement pour les contribuables qui doutent. C'est super pratique quand on a des nouveaux revenus qu'on sait pas vraiment où mettre, donc oui, vaut mieux se tromper en essayant de faire de son mieux que de ne pas déclarer en espérant que ça passe. C'est un mauvais calcul. L'administration est donc là pour vous aider, et moi je vais faire comme elle en vous donnant 5 astuces pour bien déclarer, que vous pouvez déjà mettre en œuvre, même si la déclaration est dans un petit moment. Étape 1. Avant même le début de la période déclarative, vous pouvez rassembler et tenir à jour les documents. Attendre le dernier moment, c'est prendre un risque inutile de se retrouver dépassé et de se manger le traditionnel bug de fin de déclaration, quand la terre entière décide de se connecter au même moment sur le site des impôts. On est en août, on a encore du temps avant la prochaine campagne, c'est le moment de rassembler ses esprits et ses papiers pour pouvoir être on point dès que la campagne commence, pour évacuer le problème rapidement. Étape 2. Vous faire des synthèses. Parfois on a des sources de revenus un peu dispersées, quelques petits tableaux Excel de synthèse vous aideront à tout tenir les choses à jour. Même chose si vous avez des comptes à l'étranger, par exemple avec certaines banques en ligne. C'est pas très compliqué à faire et ça peut vraiment vous sauver la vie, croyez-moi. Étape 3, se tenir informé de l'actualité fiscale. Elle fait les gros titres en début et en fin d'année, mais vous pouvez vous tenir informé en suivant la presse généraliste et en vous concentrant sur ce qui vous concerne directement. Pas besoin de connaître l'imposition des multinationales quand on est employé de la fonction publique. Du moins, c'est pas indispensable. En ce moment, on a les premiers échos de la loi de finances à venir, c'est l'occasion de tendre l'oreille. Étape 4. Soignez vos sources d'information. L'administration met à disposition un contenu qu'on appelle le bulletin officiel des finances publiques. C'est de l'information fiable et protectrice, la suivre de bonne foi vous protège en cas d'erreur de l'administration. Et c'est disponible facilement en ligne, même si ça peut être un peu velu à comprendre, je l'admets. Étape 5. Contactez votre centre des impôts. Les services des impositions des particuliers sont remplis de personnes extrêmement compétentes, et je le pense sincèrement pour en avoir fréquenté un certain nombre. Ils ne sont pas là que pour vous sanctionner, mais aussi pour vous aider dans certains cas. Pensez à la messagerie sécurisée de votre espace en ligne, voire n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'administration. Pour le bonus, parce que c'est pas à la portée de tout le monde, faites faire votre déclaration par un ou une fiscaliste qui sera en mesure de vous apporter la sécurité et les connaissances nécessaires pour cette délicate tâche. Et je précise, non, je suis pas quelqu'un qui pourra vous aider, Tournez-vous vers des gens dont c'est le métier, Je rappelle que le mien c'est plus la recherche que le conseil. Voire même c'est carrément la recherche et pas le conseil. Ce qui m'empêche pas d'aider mes potes quand ils viennent me demander des conseils en avril quand ils se souviennent de mon existence. Mais ça c'est un autre débat. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, comme toujours les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, mais aussi pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Et comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal, la bise.